Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon de courir plus vite et plus longtemps, autrement dit, de l'endurance. Si vous ne connaissez pas mes antécédents, sachez que mon premier marathon a eu lieu en 2018. C'était le marathon d'Austin et je l'ai complété en 3h57 minutes. Et comment vous dire, c'était un véritable désastre. C'était très inconfortable, je ne savais pas comment m'entraîner. D'ailleurs, je ne m'entraînais pas du tout correctement. Tout ce que je savais sur la course à pied venait de ma période dans l'armée et c'était juste... c'était très dur, difficile, inconfortable. Maintenant, comme le marathon devrait l'être, vous pourriez me dire. Mais je ne m'étais pas préparé à cette course comme j'aurais dû le faire. Et ce qui s'est passé, c'est que l'année suivante, j'ai décidé de participer à nouveau à ce marathon et c'était encore pire. Je l'ai complété en 4h15 minutes. Et aujourd'hui, comme beaucoup d'entre vous le savent, je suis en train de préparer mon prochain marathon avec l'objectif de le compléter en passant sous la barre des 2h45 minutes. Mon dernier marathon a eu lieu en mai 2022, c'était à Buffalo, dans l'état de New York. Je l'ai complété en 2h48 minutes, ce qui signifie que j'ai manifestement fait beaucoup de progrès depuis. J'ai beaucoup appris. Et aujourd'hui, j'aimerais partager 5 choses, 5 conseils que vous pouvez mettre en œuvre dès maintenant et qui feront la différence dès aujourd'hui dans vos entraînements comme je l'ai dit. Cela fait partie d'un processus d'amélioration à long terme que nous allons aborder au cours de cette aventure. Mais nous allons parler de ces choses et de ce que j'ai appris jusqu'à présent. Avant même de commencer, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cet épisode, c'est qu'il faut être patient. J'ai une histoire qui illustre parfaitement cette idée. En 2021, j'ai participé à la Leadville 100, un ultramarathon de 160 km. C'était une expérience extraordinaire, l'une des plus belles expériences de toute ma vie. La veille de la course, nous étions en train de repérer le parcours. Nous regardions les différents points de contrôle et faisions juste une reconnaissance de l'altitude et de ce que je m'apprêtais à vivre le jour suivant. Et nous sommes tombés sur un homme d'un certain âge qui, je crois, travaillait dans le parc en question. C'est drôle parce que nous avons enregistré cette interaction. Il nous a vu marcher avec nos appareils photo et repérer les lieux en utilisant toutes nos cartes. Puis il nous a demandé ce que nous faisions ici. Il nous a demandé « Est-ce que l'un d'entre vous participe-t-il à la course de demain ?» J'ai répondu qu'effectivement j'y participais. Puis nous avons commencé à parler un peu, et il nous a laissé avec un dernier mot. Il a dit « Vous savez quel est le secret ? L'endurance est la clé. » Nous avons tous rigolé parce que tout le monde sait qu'il s'agit d'une épreuve d'endurance, d'une course d'endurance. Il s'agit d'une course de 160 km en haute altitude sur des sentiers. Mais avec le temps, depuis, j'ai réalisé que ce qu'il nous disait à ce moment-là s'appliquait à beaucoup plus de choses qu'à une simple course. Il ne s'agissait pas seulement de terminer la Leadville 100. L'ultramarathon requiert les mêmes compétences que pour la vie. Votre carrière professionnelle, la construction d'une famille, les enfants, le mariage, les relations amoureuses, la création d'une entreprise, l'endurance, c'est la patience, c'est la constance, c'est le travail sur une longue période. C'est aussi la sagesse. J'ai créé cette citation après avoir analysé tout ça, et j'ai dit que l'endurance est un résultat forgé par ceux qui sont assez sages pour endurer le processus. Il y a de la sagesse dans l'endurance, il y a de la sagesse dans la patience. Comme je l'ai dit, il faut être cohérent et s'engager pleinement dans le voyage, dans le processus, pour finir par entrevoir un résultat massif. Et si vous appliquez ces choses dont nous allons parler, vous ferez l'expérience de l'endurance, particulièrement dans le domaine de la course à pied. Le premier conseil que j'ai reçu, c'est d'augmenter le volume d'entraînement, c'est-à-dire le kilométrage hebdomadaire, ou le temps passé à courir chaque semaine. Et vous pouvez le faire dès maintenant. Lorsque vous commencez à courir, une bonne règle de base est que vous ne devez pas augmenter votre kilométrage ou votre temps de course de plus de 10% d'une semaine à l'autre. Il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, cela permet de réduire le risque de blessures. Les blessures en course à pied sont nombreuses. J'en ai connu beaucoup. En ce moment même, j'ai des blessures d'usure. Mais l'une des premières façons de se blesser, c'est le surentraînement, le surmenage. Courir encore et encore, beaucoup plus que ce que l'on peut encaisser. C'est l'augmentation excessive du volume d'entraînement. Je vais vous dire tout de suite la raison pour laquelle je suis un peu blessé en ce moment. Actuellement, j'ai quelques problèmes de genoux. J'ai aussi des problèmes au niveau de mes mollets et de certains de mes tendons. C'est une blessure de surmenage, due à une course de 160 km que j'ai faite il y a 6 semaines. Donc vous ne devez pas augmenter votre kilométrage hebdomadaire de plus de 10% d'une semaine à l'autre. Ceci pour réduire le risque de blessure, mais aussi pour permettre à votre corps de s'adapter aux stimuli que vous lui fournissez en termes de volume. Nous voulons une augmentation progressive. Vous devez surcharger progressivement les capacités de votre corps, de votre système musculaire ainsi que de votre système nerveux central. Le faire de manière lente, mais progressive. Et tout ceci est intentionnel. C'est stratégique. Si vous avez un programme de marathon ou de course à pied par exemple, vous verrez que le kilométrage hebdomadaire augmente lentement tout au long du programme. Il y a un but derrière ça. Mais si vous le faites trop rapidement, vous risquez de vous blesser. Vous pourriez également ne pas être en mesure de récupérer assez vite ou correctement. C'est donc mon premier conseil. N'augmentez pas votre kilométrage hebdomadaire de plus de 10% d'une semaine à l'autre. Maintenant, une autre raison pour laquelle je dis que vous ne devriez pas augmenter votre volume d'entraînement de manière trop rapide, c'est que pour beaucoup de coureurs, au fur et à mesure que vous progressez et que vous commencez à courir de plus en plus, eh bien vous vous sentez plus à l'aise, vous vous sentez plus en sécurité, vous progressez, vous commencez à courir davantage et vous commencez à sélectionner des courses que vous pourriez vouloir faire.
Ou peut-être ne souhaitez-vous pas participer à des courses parce que vous préférez simplement courir de plus longues distances de manière individuelle. Vous savez, nous parlons ici de la façon de courir plus vite et plus longtemps. L'un des moyens d'y parvenir est de développer l'endurance grâce à notre VO2 max et à notre capacité aérobie, mais aussi à la force de notre bas du corps et de notre musculature. Pour beaucoup de coureurs, moi y compris, si je me lance dans un entraînement de fractionné ou même une course, ce n'est pas vraiment ma respiration qui m'empêche d'avancer. Ma fréquence cardiaque évoluera de manière relative sur différents efforts ou différents segments d'une course ou d'un parcours. Mais en fin de compte, la raison pour laquelle je finis par ralentir ou m'arrêter, c'est la fatigue musculaire de mes jambes. En augmentant progressivement le volume, en faisant plus de kilomètres et en passant plus de temps à courir, ils s'adapteront à ce volume. Et cela fera de vous un coureur plus fort. C'est donc une autre raison d'augmenter le volume pour pouvoir courir plus vite et plus longtemps. La dernière chose concernant le volume que je vais aborder, c'est le principe 80-20. J'en ai déjà beaucoup parlé, mais le principe 80-20 stipule que 80% de vos courses doivent être effectuées dans des conditions aérobies de faible intensité, c'est-à-dire en dessous de votre fréquence cardiaque aérobie maximale. Mais les 20% restants doivent être portés sur un travail de vitesse, proche de votre vitesse maximale, en passant du temps sur la piste ou sur les routes à des rythmes plus rapides. Cependant, la majorité de vos courses doit être effectuée à 80% à des seuils inférieurs de votre fréquence cardiaque aérobie maximale. Et plus le volume augmentera, plus cette partie sera importante. Donc, dans ces 80% d'allure basse et lente, nous voulons développer votre capacité aérobique. Et donc, voici comment nous procédons. Il s'agit ici de l'équation mathématique du tonus. Nous utilisons l'équation de Phil Maffetone, où nous soustrayons notre âge au nombre 180. Et le chiffre que vous obtenez après ça correspond à votre fréquence cardiaque aérobie maximale. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Eh bien que lorsque vous essayez de courir dans une zone aérobie, votre fréquence cardiaque ne doit pas dépasser ce nombre. Lorsque j'ai appliqué cette méthode et cette philosophie, ça a complètement changé ma façon de courir. Et vous pourriez penser, d'accord, mais ça veut dire que ce que tu es en train de me dire, c'est que pour courir plus rapidement, je dois d'abord commencer par courir plus lentement ? Exactement. Et cela fera une énorme différence dans votre progression. Lorsque j'ai commencé à courir plus lentement lors de mes sorties lentes, entre guillemets, et que j'ai commencé à enregistrer de plus en plus de kilomètres en zone aérobie, plus je devenais rapide. Ma base aérobique est devenue beaucoup plus forte. Et voici donc comment mettre cela en pratique. Vous prenez le nombre 180, vous lui soustrayez votre âge, et ce nombre correspond à votre fréquence cardiaque aérobie maximale. Ce nombre est très important, et lorsque vous vous lancez dans des sorties lentes, votre fréquence cardiaque ne doit pas dépasser ce nombre. Et essayez de la maintenir à environ 10 battements par minute en dessous de cette valeur. Et la meilleure façon de la mesurer est d'utiliser un cardiofréquencemètre à sangle thoracique. Vous pouvez également utiliser votre montre. La plupart des montres sont équipées d'un cardiofréquencemètre intégré, mais qui n'est pas extrêmement précis. Je peux m'en servir de temps en temps, mais je prends généralement les valeurs qu'elle me donne avec des pincettes. Si vous voulez être précis, utilisez un cardiofréquencemètre à sangle thoracique, et pendant que vous courez, surveillez régulièrement votre montre qui vous renvoie ces valeurs. Assurez-vous que votre fréquence cardiaque est inférieure à votre fréquence cardiaque aérobie maximale, autrement dit le nombre que vous avez obtenu grâce à l'équation que j'ai présentée juste avant, et restez toujours dans cette zone pendant vos courses lentes. D'ailleurs, lorsque je fais des fractionnés, mes entraînements sur piste à des rythmes plus rapides, à des intensités plus élevées, je ne me préoccupe pas vraiment de ma fréquence cardiaque. Je me concentre davantage sur l'effort. Mais pour les courses lentes, je fais toujours attention à ces valeurs. L'objectif de ce premier conseil est donc d'augmenter l'intensité de l'entraînement progressivement. Faites-le lentement, sur une longue période de temps. Mais vous constaterez des progrès considérables au fur et à mesure que vous enregistrerez de plus en plus de kilomètres en zone aérobique de base. Et vos jambes deviendront de plus en plus fortes et capables de gérer le stimulus d'un volume plus important. Le deuxième conseil porte sur le carburant. Comme beaucoup d'entre vous le savent probablement, j'ai beaucoup insisté sur les stratégies de ravitaillement en carburant et sur la nutrition, car j'y crois énormément. C'est un point sur lequel j'échouais terriblement en termes d'entraînement d'endurance et de conditionnement à mes débuts. Et c'est une chose que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement et qui vous rapportera énormément. En ce qui concerne la course à pied et l'entraînement d'endurance, nous parlons toujours d'endurance, de la manière de courir plus vite et plus longtemps. Maintenant, ce qui finit par arriver à beaucoup de gens, c'est qu'ils ne s'alimentent pas correctement. On finit par tomber en panne. On ne peut pas tenir jusqu'à la fin des séances d'entraînement, parce que si l'on pense à un véhicule, on veut qu'il soit suffisamment alimenté en carburant pour aller du point A au point B. Mais si l'on néglige ce paramètre, le véhicule tombera en panne en cours de route. Et il en va de même pour notre corps, qui a besoin d'une bonne alimentation et de bonnes stratégies de ravitaillement. C'est une chose que vous pouvez faire immédiatement, et qui vous apportera des résultats immédiats. Et c'est surtout une chose que nous pouvons contrôler. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons contrôler, et c'est sur quoi nous devons mettre l'accent. Nous pouvons contrôler l'entraînement d'endurance, le conditionnement, nous pouvons contrôler notre récupération, notre alimentation,
notre entraînement, notre conditionnement, nous ne pouvons pas toujours contrôler le moment ou l'endroit où nous courons. Si vous voyagez pour le travail, ou si vous avez récemment vécu une transition importante dans votre vie, un nouveau travail, un nouvel emploi du temps, un enfant, un mariage, il y a des choses que nous contrôlons, des choses que nous contrôlons moins, et des choses que nous ne contrôlons pas. Et nous ne pouvons pas toujours créer les conditions parfaites pour avoir la meilleure journée d'entraînement possible. Mais s'il y a une chose que nous pouvons contrôler, surtout le jour de la course, c'est notre carburant. Il y a tellement de gens qui vivent une mauvaise expérience lors de leur course, et qui mettent ça sur le compte du parcours, de la météo ou de la façon dont l'événement a été géré. Mais toutes ces choses sont des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Il n'est donc même pas utile d'en parler. C'est, premièrement, la quantité de sommeil que nous avons eu la nuit précédant une course, un entraînement ou une compétition. Deuxièmement, la nourriture que nous ingérons tous les jours, et pendant la course en elle-même. Troisièmement, notre hydratation. La quantité d'eau que nous buvons. C'est la raison pour laquelle j'ai tant insisté sur ce point. C'est parce que c'est quelque chose que vous pouvez manipuler et contrôler pour augmenter vos chances de réussite vers votre objectif. En ce qui concerne le carburant et la nutrition, deux aspects peuvent être distingués. Premièrement, la nutrition générale tout au long de la journée, tous les jours, en particulier lors d'un entraînement ou d'une préparation. Deuxièmement, la nutrition spécifique lors des entraînements ou des jours de course. Je pourrais prendre tellement de directions différentes pour parler de nutrition, mais nous allons nous concentrer sur les hydrates de carbone, l'eau et les électrolytes. Personnellement, je consomme toujours la même quantité de protéines. Je me situe toujours entre 225 et 250 grammes de protéines par jour. Et chaque jour, j'ai un plan pour atteindre cet apport en protéines et en graisses alimentaires. En ce moment, j'ai diminué la quantité de graisses alimentaires que je consomme parce que j'essaie de changer ma composition corporelle, dont nous parlerons dans un instant, pour être plus léger le jour de la course. J'ai donc diminué les graisses alimentaires parce qu'elles sont plus denses sur le plan calorique que les glucides ou les protéines. 1 gramme de lipides contient 9 calories contre 4 pour 1 gramme de protéines ou de glucides. Et voici un fait amusant, il y a 7 calories dans 1 gramme d'alcool, si vous ne le saviez pas. Mon régime alimentaire actuel est donc composé d'une grande quantité de protéines et d'un peu moins de lipides ces temps-ci. Je consomme environ 85 à 90 grammes de lipides par jour. En moyenne, lorsque nous sortons dîner, je sais que je vais consommer plus de graisses alimentaires. Mais mes glucides sont actuellement très élevés pour moi. En général, si je ne suis pas dans un gros bloc d'entraînement d'endurance, je garde les glucides à un niveau modéré, peut-être 300 grammes par jour, 250 ou 300 grammes de glucides par jour. Personnellement, je préfère les protéines, les légumes, les fruits, les steaks, la viande hachée, les jaunes d'œufs, les avocats, les beurres de noix, le beurre, les bonnes choses, les bonnes graisses, vous savez. Mais maintenant, en fonction de mon objectif, mes glucides sont plus élevés, et ils se situent entre 500 et 600 grammes par jour actuellement. Car mon kilométrage hebdomadaire est plus élevé en ce moment. Je cours environ 120 à 130 km par semaine en ce moment, et j'utilise beaucoup de glycogène comme source de carburant. Le corps utilise d'abord le glucose qui circule dans l'organisme comme source d'énergie rapide. Cependant, lorsque ce glucose n'est plus disponible, il va décomposer le glycogène du foie et des muscles et l'utiliser comme source d'énergie. Je veux donc m'assurer que mon corps est au maximum de ces sources de glycogène, de sorte que lorsque mon corps a besoin d'aller chercher du carburant pendant l'une de mes séances d'entraînement, eh bien il peut le faire, et c'est ce qui est le plus important. Il peut le faire car il est disponible. C'est pourquoi je consomme beaucoup d'hydrates de carbone tout au long de la journée. L'un des problèmes que rencontrent beaucoup de personnes, c'est qu'ils consomment beaucoup d'eau, mais pas assez d'électrolytes. Le résultat est qu'ils diluent leur concentration d'électrolytes et finissent par se déshydrater. Parce qu'il y a trop d'eau et pas assez d'électrolytes dans leur corps. Je consomme donc des électrolytes pendant l'entraînement et tout au long de la journée, et ceci pour maintenir un taux d'hydratation adéquat. Ceci étant dit, nous devons considérer le carburant et la nutrition sous différents angles. Parce que deuxièmement, ils sont essentiels. Ils sont essentiels à la pratique d'activités d'endurance. Si vous voulez maximiser vos performances, il s'agit là d'une variable que vous pouvez et que vous devez contrôler. Troisièmement, nous devons penser à la nutrition et à l'alimentation au jour le jour, tout au long de la journée, et à la façon dont cela nous aide à atteindre nos objectifs. Mais il faut aussi savoir comment utiliser la nutrition et une alimentation adéquate pendant les courses, mais aussi pendant les séances d'entraînement, pour optimiser les performances de la séance d'entraînement et faciliter une bonne récupération. Le troisième conseil consiste à travailler votre vitesse. Et c'est un sujet qui suscite plus de discorde qu'autre chose au sein des coureurs. Pour ma part, le travail de vitesse concerne tout ce qui est plus rapide que votre zone de base aérobique. J'aime y penser en termes de seuil de lactate, dont nous parlerons plus tard au sujet de la vitesse critique, que je mets toujours en corrélation directe avec le fait d'être sur une piste d'athlétisme. Je fais toujours le lien avec la piste d'athlétisme et mes séances d'entraînement en fractionné. Mais pour moi, les séances d'entraînement en fractionné et le seuil de lactate, c'est du pareil au même. En ce qui concerne le seuil de lactate, qu'est-ce que c'est ? Si vous comprenez et mettez en œuvre l'entraînement au seuil de lactate, il peut débloquer votre succès en course à pied et vous aider à franchir les nouveaux paliers de performance que vous n'arrivez peut-être pas à atteindre. C'est très puissant. C'est là que vous prenez confiance en votre capacité à courir à des allures plus rapides, sur des différences de dénivelé plus importantes, et surtout, tout ça sur de plus longues distances. C'est là que vous devenez vraiment confiant et à l'aise avec votre rythme de course idéal. Le seuil de lactate correspond au point où le lactate est produit et s'accumule dans le sang à une vitesse supérieure à celle à laquelle il peut être éliminé. Lorsque l'on s'entraîne et que l'on fait des efforts plus importants,
c'est-à-dire que l'on court à un rythme plus rapide que ce qui est facile ou confortable pour nous. Le lactate commence à être produit et à s'accumuler dans le sang, à un rythme plus rapide que celui auquel on peut l'éliminer. C'est pour cette raison que vous commencez à ressentir de la fatigue dans vos muscles, que vous commencez à sentir vos jambes lourdes, fatiguées et lentes, et que vous ne pouvez plus maintenir un certain rythme. Nous devons donc entraîner notre corps à s'adapter à cette sensation, à la comprendre et à nous améliorer avec ce stimulus afin de pouvoir courir plus vite et plus longtemps. Donc, si je peux vous donner un conseil sur l'entraînement au seuil de lactate, les séances d'entraînement ou le rythme à ressentir, c'est l'inconfort contrôlé, où 1 est facile et 10 est extrêmement difficile. L'inconfort contrôlé, ou plutôt le seuil de lactate, devrait se situer entre 7 et 8. Et nous parlons là du seuil de lactate ou de la vitesse critique. Mais lorsque vous commencez à courir, si vous voulez courir plus vite et plus longtemps, vous ne commencez pas par travailler votre vitesse. Vous commencez d'abord par accumuler plus de kilomètres dans une zone aérobique de base. Puis, au fur et à mesure que vous progresserez, vous allez ajouter peut-être un peu de travail de vitesse, un peu de seuil de lactate, un peu de vitesse critique. Mais ça vient étape par étape, de manière progressive. Commencez par le travail en aérobie, celui dont on parlait tout à l'heure, qui doit représenter 80% de votre entraînement total. Et à partir de là, une fois que vous intégrez cela, vous allez compléter les 20% restants, en ajoutant un travail de vitesse. Des entraînements sur piste au seuil de lactate. Faites-le dans l'ordre, progressivement, écoutez votre corps, et au fil du temps, vous constaterez des changements radicaux. Le 4e conseil concerne votre composition corporelle. Il existe un poids de course ou de compétition, idéal pour chaque personne. Je serais ignorant et naïf de penser qu'à 100 kg, je pourrais courir aussi vite que si je n'en faisais que 80. On parle ici d'une différence de 20 kg. Et cette différence de 20 kg, qu'il s'agisse de graisse ou de muscle, va forcément me ralentir. Si vous souhaitez courir plus vite et plus longtemps, vous devez savoir qu'un poids idéal vous correspond pour la course. Il s'agit de la composition corporelle. Quand je suis plus maigre, quand je suis plus léger, mon corps bouge différemment. Il bouge plus vite. J'ai l'impression de flotter. En ce moment, c'est ce que je ressens. Je pèse environ 90 kg, ce qui, pour moi, est plus léger que d'habitude. Mais je le ressens en courant. Mes bras bougent mieux, mon corps bouge bien mieux. Je me sens plus léger sur mes jambes. La course à pied est plus amusante pour moi. C'est plus agréable. Je parle tout le temps du style de vie de l'athlète hybride. Et j'en fais la promotion. Mais ce style de vie mélange évidemment la force, la taille, les muscles et l'endurance. Il y a aussi des chapitres et des saisons dans l'année où j'aime donner la priorité à différents objectifs. Et en ce moment, je suis dans un chapitre dans ma vie où je donne la priorité à la course à pied. Et j'adore ça. Mais c'est aussi parce qu'il y a un objectif devant moi. Un marathon, réalisé en moins de 2h45 minutes. Et je sais que pour y arriver, je dois faire plus de kilomètres. Je dois devenir plus rapide. Je dois être capable de courir plus vite et plus longtemps. Et pour y parvenir, je dois notamment modifier et manipuler ma condition corporelle pour qu'elle soit le plus efficace et efficiente possible. Et on peut manipuler cette composition corporelle de différentes manières. Premièrement, la composition de votre entraînement modifie naturellement la composition de votre corps. Comme je l'ai dit, je cours plus et je soulève moins de poids. Mon kilométrage est plus élevé et tout cet entraînement me rend un peu plus maigre mais plus efficace. Ma biomécanique pendant la course est plus fluide, donc l'entraînement lui-même facilitera le résultat. Mais l'alimentation y contribue également. C'est pourquoi, comme je l'ai dit plus tôt, je diminue les graisses alimentaires et augmente les hydrates de carbone. J'alimente toujours mon corps pour ces séances d'entraînement, mais je ne le suralimente pas parce que je veux perdre du poids. Je souhaite être plus léger, c'est l'objectif, pour courir plus vite. Donc en prenant soin de votre alimentation et en vous entraînant de manière adéquate, vous pouvez manipuler et modifier la composition de votre corps pour obtenir le résultat que vous souhaitez. Et le dernier élément que je voudrais vous présenter, qui est peut-être le plus important de tous, c'est l'endurance du processus. À Leadville, dans le Colorado, en 2021, lorsqu'il m'a dit que le secret derrière tout ça était l'endurance. Il avait raison, il me conseillait d'endurer le processus, d'endurer le voyage. Et il parlait en particulier des 160 km que j'allais parcourir le lendemain. Mais la course à pied est un voyage en soi. Et s'améliorer dans n'importe quel domaine de la vie, c'est endurer un processus. Ce que j'apprends, et ce que j'ai appris tout au long de ma vie, c'est à construire une entreprise solide. C'est un processus de construction d'une grande équipe. C'est le processus d'apprendre à être un bon mari et un bon père. Construire son corps, sa santé, son bien-être et sa forme physique. Tout ça est un processus. C'est un processus qui s'endure et qui ne va pas changer du jour au lendemain, mais qui se forge au fil du temps, avec constance et patience, en se fixant des conditions. La seule façon de courir plus rapidement et plus longtemps est de passer par ce processus. J'ai couru mon premier marathon en 2018, en 4 heures environ, et 5 à 6 ans plus tard, j'ai réussi à gagner 90 minutes sur mon temps de marathon, ce qui est considérable. Mais il n'y a pas de recette miracle. Je n'ai jamais constaté de changement du jour au lendemain. Et j'ai surtout appris beaucoup de choses en cours de route. J'ai appris à manger de la bonne manière, en fonction de l'entraînement que je faisais. J'ai aussi appris toutes ces choses, sur l'entraînement au seuil de lactate, sur la vitesse critique, et j'ai réalisé que la composition de mon corps devait changer en fonction des objectifs que je m'étais fixés. J'ai appris toutes ces choses en cours de route. Et s'il y a une chose que j'ai bien réussi dans ma vie, c'est que j'ai été capable et désireux d'endurer un processus.
Et vous ne verrez peut-être pas le résultat aujourd'hui, demain, la semaine prochaine ou le mois prochain. Mais donnez-vous du temps et vous constaterez des changements radicaux. Cela s'applique à tellement de choses, mais particulièrement à la course à pied, qui vous apprendra tellement de choses sur votre esprit, votre corps et votre vie, votre travail. Et cela vous permettra de mettre en place les conditions nécessaires tout en endurant le processus. Vous devez mettre en place les conditions nécessaires en termes de nourriture, de sommeil et de repos, mais aussi en matière de gestion du stress, de communication de vos objectifs à vos amis et à votre famille, ainsi que de planification à rebours, pour que les conditions soient réunies, afin que vous puissiez vous présenter à ces courses, à chacune de ces séances d'entraînement, dans le meilleur état mental, émotionnel et physique possible. Vous pourrez ainsi être performant et atteindre l'excellence. Et je vais vous laisser avec cette citation que j'ai déjà énoncée dans l'épisode. L'endurance est un résultat forgé par ceux qui sont assez sages pour endurer le processus. Mettez en œuvre ces 5 conseils que j'ai partagés avec vous aujourd'hui, et vous courrez plus vite et plus longtemps. Vous développerez de la meilleure des manières votre endurance.